tous. Du coup, je vais introduire la session suivante, qui est la session cognition sociale, pardon, où on va entendre du coup 3 intervenants et intervenantes sur le sujet, des sujets assez vastes, allant des comportements sociaux en foule aux questions d'ostracisme et d'anthropomorphisme. Et j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Réa Haddad, qui a tout récemment soutenu sa thèse et qui a donc le titre de docteur depuis très récemment à Clermont-Ferrand et qui travaille sur la cognition sociale en contexte justement de foule, sur notamment les comportements de proxémie. Elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Donc voilà, je te laisse la parole. Merci. C'est bon? Ok. Bonjour tout le monde, et puis merci Aurore, et merci à tout le comité d'organisation de m'avoir invité pour parler des foules aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de travaux que j'ai menés dans le cadre de ma thèse, que j'ai soutenue il y a 3 jours, comme Aurore a dit, et qui parle de la cognition sociale dans les foules ordinaires, spécifiquement du rôle de l'espace physique, en plus des processus d'identité sociale partagée. Donc, on est parti du constat qu'on se trouve tous et toutes dans les foules au quotidien, que ce soit dans les foules du type métro, gare, dans lesquelles on ne se sent pas très bien, mais dans lesquelles on est obligé de se trouver, ou encore dans des foules du type concert ou stade de sport, dans lesquelles on a envie d'aller et où on se sent plutôt bien. Dans tous les cas, étant donné qu'on a tous déjà fait partie d'une foule, les gens ont des choses à rapporter sur les foules. Donc là, c'est en anglais, mais en gros, quand on demande aux gens comment ils se sentent dans les foules, ils vont dire des choses du genre on ne respire pas bien, on se sent serré, on n'a pas beaucoup d'espace. Et ça mène au fait que ça nous pousse à se dire que dans une foule, les gens ont des expériences psychologiques présentes, que ce soit dans des foules du quotidien ou dans des foules où les émotions sont plus marquées, comme dans des concerts ou des stades de sport. Et ça nous mène à cet objectif qui est d'étudier comment les foules influencent la cognition sociale des individus. Donc, dans la recherche en psychologie contemporaine des foules, étudier les foules est beaucoup axé sur une approche identité sociale, dans laquelle on va essayer de comprendre, en fonction des identités sociales marquées par le contexte et des liens qui existent entre les individus, comment ça peut influencer les états psychologiques des individus. Donc cette approche identité sociale est composée de 2 théories. La théorie de l'identité sociale, qui très rapidement propose qu'on se définit en partie par nos appartenances groupales et que ça va déterminer notre rapport au monde, notre rapport aux autres. L'autre théorie qui compose l'approche de l'identité sociale en psychologie des foules est la théorie de l'autocatégorisation, qui, elle, propose qu'on peut switcher en fait, entre des identités personnelles et des identités sociales en fonction des contextes. Et cette théorie propose des mécanismes pour expliquer comment ce changement se fait. Ensemble, ces théories composent l'approche de l'identité sociale qui a pour objectif d'expliquer les comportements des individus dans des contextes de foule, en disant que dans une foule, notamment une foule qui marque bien une certaine catégorie sociale, par exemple, si je suis à un concert de mon artiste préféré, je suis avant tout fan de cet artiste, et donc je me perçois comme membre de ce groupe de fans, et si je perçois que les autres appartiennent à ce même groupe, ça crée ce qu'on appelle une identité sociale partagée, qui fait qu'on ressent un lien, une connexion avec les autres, qui va ensuite déterminer nos comportements, nos cognitions en contexte de foule. Sauf qu'avec cette approche, qui est très présente en psychologie des foules aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a un accent très spécifique sur l'aspect social, l'aspect psychologique des foules, et moins sur l'aspect physique des foules. Donc tout ce qui se rapporte à l'occupation de l'espace, tout ce qui se rapporte à l'effet de la densité physique sur les états psychologiques des individus, sont un peu mis de côté par cette approche. Et on peut se questionner, est-ce qu'en psychologie, aujourd'hui, les foules deviennent désincarnées ? On n'est plus dans l'incarnation physique d'une foule, mais plutôt dans son aspect psychologique. Ce qui nous mène à faire un pas de côté dans la littérature et à aller voir ce qui se passe dans d'autres littératures en parallèle, notamment toutes les théories sur l'encombrement, donc ce qu'on appelle en anglais le crowding, ce n'est pas tout à fait la meilleure traduction, mais il n'y a pas d'autre mot. Les théories de la proxémie, donc comment on utilise l'espace physique, et de l'espace personnel.
Donc ces théories ont pour objectif d'étudier l'espace physique, comment on l'utilise, les états psychologiques que ça peut modifier et comment on dispose les espaces et nos corps, les objets et nos corps dans l'espace. Ces théories-là ont proposé des modèles pour expliquer comment les individus réagissent à des situations de densité physique. Et notamment, un des modèles les plus présents dans ces théories, c'est le modèle de Hall, proposé en 1966, qui suggère qu'il y aurait 4 zones autour du corps, donc des zones proxémiques, la zone intime, personnelle, sociale et publique, qui, quand quelqu'un va envahir cet espace, va provoquer certaines réactions psychologiques. Ça peut être des réactions de menace, si ce sont des personnes qu'on ne veut pas avoir dans notre espace personnel. Ça peut être plutôt des réactions où on approche la personne quand c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on a envie d'avoir proche de nous. Dans tous les cas, ce que ces modèles suggèrent, c'est que la proxémie permet d'expliquer comment l'espace physique et les états psychologiques sont reliés, mais ces choses-là ne sont pas prises en compte aujourd'hui en psychologie des foules. Ce qui nous amène à l'objectif de nos études, qui est de démontrer que les dispositions spatiales et physiques des foules ne sont pas triviales. Et donc on a fait ça à travers plusieurs axes. Je vais présenter 2 études de 2 axes. Le premier axe avait pour objectif d'étudier l'espace physique comme prédicteur des expériences psychologiques des individus dans les foules ordinaires. Ce que j'entends par foule ordinaire, c'est les foules de tous les jours, c'est-à-dire le métro, les gares, les rues commerçantes. Et le deuxième axe a pour objectif d'étudier l'espace physique comme mesure des relations sociales et des structures sociétales. Donc je commence avec le premier axe et donc la première étude dans laquelle on avait voulu étudier les conséquences du manque d'espace physique et de l'identité sociale partagée. Donc en fait étudier ces deux-là comme prédicteurs de l'expérience psychologique de la foule. Donc on a voulu faire ça dans un contexte de laboratoire, donc on a voulu manipuler expérimentalement la rareté de l'espace, en ayant plus ou moins de personnes dans un box expérimental, et en manipulant l'identité sociale partagée, en faisant en sorte, en gros pour manipuler ça, on avait un groupe de participants dans lequel on leur distribuait des casquettes et des, je ne sais plus le nom, ce qu'on met en dessous des casquettes, des charlottes, voilà. Et donc, dès qu'ils avaient ça, les participants se sentaient très gênés et ça créait du rire entre eux et ça créait un malaise collectif, alors que le groupe sans casquette, il n'y avait rien qui les reliait. C'était ça ce qu'on avait voulu créer. Bon, je spoil un peu, ça n'a pas marché, mais on a tenté. Donc, nos hypothèses étaient que la rareté de l'espace rendrait les ressentis envers les autres et la perception des autres plus négatif, augmenterait les comportements d'évitement et l'agression envers les autres et diminuerait la coopération. A l'inverse, l'identité sociale partagée rendrait les ressentis et les perceptions des autres plus positifs, diminuerait les comportements d'évitement et d'agression envers les autres et augmenterait la coopération. On avait plusieurs mesures, donc on avait des mesures comportementales. Dans le box expérimental, on avait installé une caméra au plafond pour observer les participants. Ensuite, on avait des mesures émotionnelles auto-rapportées de leur niveau de stress, d'inconfort, de crowding, de perception des autres quand ils étaient dans le box. On a aussi des mesures de coopération, donc c'est des mesures comportementales de coopération avec les autres et des mesures comportementales d'agression envers les autres. Donc ça, c'est des images pour montrer à quoi ça ressemblait le dispositif expérimental vu d'en haut. Vu qu'on avait la caméra en haut, c'est ce qu'on pouvait voir. Au niveau des participants, on avait eu au total 51 groupes qui allaient entre 2 et 8 personnes. Au total, 253 participants qui étaient des étudiants en psychologie. Donc, je vais expliquer la procédure qui est un peu longue en étapes. Donc, la première étape, les participants arrivent au labo dans des groupes de 2 à 8 personnes. Ils ne savaient pas qu'ils venaient pour une expérience collective. Bon, au fur et à mesure, ils se transmettaient l'info. Donc, au final, les derniers participants arrivaient en disant « Ah, c'est l'expérience avec les casquettes. » Donc, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais à la base, ils n'étaient pas censés savoir qu'ils arrivaient pour une expérience collective. On a fait le nécessaire pour que ce ne soit pas des amis qui s'inscrivent sur les mêmes créneaux. Voilà. Donc, l'étape d'après, c'est qu'on distribuait les casquettes après qu'ils complètent le formulaire de droit à l'image, le consentement, etc. Dans la condition casquette, on leur distribuait les casquettes. Ça générait un malaise, des rires entre les participants. Dans la condition sans casquette, on ne distribuait pas de casquette. Et là, je leur disais, OK, vous allez m'attendre dans le box expérimental pendant que je calibre le matériel.
Sauf que la caméra était déjà activée et je pouvais déjà les observer dans une autre salle sur comment ils se disposaient dans l'espace. Globalement, ils se disposaient en cercle, comme ça. Ensuite, donc une fois, ils passaient 5 minutes dans le box, et puis je revenais leur dire l'expérience va réellement commencer. Je leur faisais faire des petits exercices qui ne faisaient pas partie du tout de la manip. Et je leur disais, vous pouvez retourner à vos postes sur ordinateur. Et là, ils complétaient un questionnaire qui leur demandait leur ressenti psychologique, donc durant les moments où vous étiez dans le box, à quel point vous vous sentiez stressé, en colère envers les autres, etc. Puis ensuite, on leur faisait croire qu'ils allaient faire un jeu sur ordinateur contre un des autres participants. Sauf qu'en réalité, ils jouaient contre l'ordinateur. Et dans le jeu, ils avaient l'option, quand l'autre faisait une erreur, de lui infliger une punition qui était un son désagréable. Et donc là, c'était la mesure comportementale d'agressivité. Et enfin, ils faisaient un questionnaire pour mesurer leur sentiment d'identité sociale partagée envers les autres. Et là, on leur disait l'expérience est terminée, sauf qu'en réalité, elle n'était pas terminée. Et je revenais leur voir en disant, il y a un des autres participants qui fait passer un questionnaire. Est-ce que vous voudriez bien donner quelques minutes de votre temps pour l'aider? Donc là, c'était une sorte de mesure de coopération pour voir s'ils étaient prêts à donner un peu plus de leur temps pour aider quelqu'un d'autre avec qui ils ont passé du temps dans le box serré juste avant. Donc ça, c'est toute la procédure qui était un peu longue. Maintenant, je passe au résultat. Déjà par rapport à est-ce que la manip a marché, donc par rapport au sentiment de crowding, de rareté de l'espace, on a noté qu'en situation de forte densité, les participants se sentaient plus crowded qu'en situation de faible densité, donc ça avait bien marché. Pour le sentiment d'identité sociale partagée avec casquette versus sans casquette, on a noté qu'il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes, et ça peut s'expliquer par plein de facteurs. Mais globalement, notre manip n'a pas marché et l'idée par la suite, ce serait de tester des façons de générer ce sentiment-là en laboratoire, ce qui n'est pas facile. Pour les résultats, je vais présenter quelques-uns des résultats, je n'ai pas le temps de présenter tout, mais ce qu'on a noté, c'est que les émotions étaient significativement plus négatives en conditions de forte densité physique et que là, quand je parle d'identification aux autres, c'est les mesures de questionnaire, donc c'est des données corrélationnelles. Vu que la manipulation d'identité sociale n'a pas marché, tout ce que je vais vous présenter sur l'identification sociale, c'est ce que les participants ont rapporté comme identification sociale. Et donc ce qu'on a noté, c'est que la négativité des émotions était prédite négativement par l'identification aux autres et positivement par le sentiment de crowding. Donc plus ils s'identifiaient aux autres, plus leurs émotions étaient positives, et plus ils se sentaient crowded, moins leurs émotions étaient positives. Au niveau des interactions sociales, on avait deux mesures. On avait l'agression auto-rapportée envers les autres et la perception des autres, la valence de la perception des autres. Et ce qu'on note pour l'agression, donc c'était des items comme je sentais que je voulais pousser les autres dans le box, je sentais que je voulais me disputer avec les autres dans le box. Là, ce qu'on note, c'est un effet principal du crowding, mais pas de l'identité sociale. Et pour la perception des autres, on note un effet principal de l'identité sociale partagée. Donc on a vraiment beaucoup de résultats qui vont dans tous les sens. Pour la mesure comportementale d'agressivité, là c'est simple, le son désagréable qui pouvait infliger allait de 0 à 7, et vous pouvez voir dans les moyennes qu'on était à des moyennes de 0,7, donc les participants infligeaient globalement pas de son désagréable aux autres, et en plus cette différence n'est pas significative. Donc à revoir le type de mesure d'agression qu'on pourrait utiliser par la suite. Et donc il n'y a pas d'effets principaux ou d'interaction de crowding ou d'identification aux autres sur la mesure comportementale d'agression. Ce qu'on peut conclure de cette première étude et de ce premier axe qui avait pour objectif d'étudier le rôle de la densité et de l'identité sociale sur l'expérience de foule, c'est que la densité physique, qu'elle soit perçue ou objective, impacte l'expérience de foule négativement, alors que l'identité sociale partagée impacte l'expérience de foule positivement sur quelques-unes des variables et que l'effet d'interaction reste ambigu. En conclusion, ce qu'on pouvait déduire de cette étude et d'autres qu'on avait faites mais que je ne rapporte pas aujourd'hui, c'est qu'il y a une importance à étudier le rôle de l'espace physique dans la compréhension de l'expérience de foule, chose qui n'est pas faite aujourd'hui ou pas assez dans la psychologie des foules. Et il y a une importance d'explorer ce qu'on appelle les foules ordinaires, parce que le focus aujourd'hui en psychologie des foules, c'est surtout sur les foules de concerts, de stades de sport.
Donc, parce qu'on a remarqué que même dans les foules ordinaires, les états psychologiques sont sujets à des transformations. Dans la deuxième étude, là on voulait étudier l'espace physique comme mesure des relations sociales et des structures sociétales. Donc là je passe à un autre axe de recherche et il me reste un peu de temps. Okay. Donc on est parti de l'hypothèse que les dispositions spatiales des individus pouvaient être une sorte d'incarnation de leur position sociale dans la société. Et en se basant sur la littérature antérieure, on a fait l'hypothèse que ces dispositions spatiales peuvent être influencées par deux facteurs. Le premier facteur concerne les attributs personnels qui se développent par la socialisation dans un contexte social spécifique. Donc, par exemple, les individus peuvent intérioriser certains schémas de comportement ou des façons d'interagir avec leur environnement physique selon leur socialisation de genre ou selon leur construit de soi, qu'ils développent au fil du temps avec des expériences répétées en société. Donc, pour vous donner un exemple, j'ai été socialisée en tant que femme, et ça a façonné la manière dont j'ai appris à naviguer mon espace social et à occuper mon espace social. Et ces tendances que j'incarne vont persister, même si, dans une situation donnée, je ne pense pas activement à ma catégorisation en tant que femme. Donc, en d'autres termes, même en absence de conscience active de ma catégorisation en tant que femme, tous ces attributs socialisés continuent d'influencer la manière dont je navigue l'espace physique. La deuxième hypothèse, ce serait que des effets plus situationnels reliés à l'appartenance groupale saillante dans un contexte social aussi pourraient influencer des dispositions spatiales. Et là, on fait référence à comment notre comportement spatial peut changer en fonction du groupe social qui est saillant dans un contexte donné. Donc, par exemple, si je suis dans un contexte où mon identité en tant que femme est saillante, peut-être parce qu'il n'y a que des hommes et que je suis la seule femme, ben là, l'hypothèse, ce serait que cette catégorisation très consciente de moi-même en tant que femme va déterminer où je me place physiquement, comment j'occupe cet espace, comment je navigue cet espace. Et donc ce facteur mettrait en évidence que le comportement incarné peut changer selon les personnes avec qui on se trouve et les identités sociales qui sont mises en avant par un contexte. Donc, pour tester ces deux hypothèses, on a développé un paradigme avec deux collègues du laboratoire, Lucas Gauthier et Victor Roger, qu'on appelait le Crowd Placement Paradigm, dans lequel les participants voient des écrans dans lesquels il y a des points qui représentent des foules et on leur demande de se positionner dans cette foule. On a fait plusieurs études, je vais vous présenter une étude qui avait pour objectif d'étudier notamment les effets situationnels immédiats de l'appartenance groupale sur les dispositions spatiales des individus. Ce qu'on mesure dans ce type de tâche, c'est la distance entre le point du participant et les 3 points les plus proches, ainsi que le nombre de personnes qu'il y a dans les zones proxémiques du participant. Dans notre étude, dans laquelle on voulait voir le rôle des identités saillantes dans un contexte, les participants étaient divisés, suite à un paradigme de groupes minimaux, en groupes orange ou vert de manière aléatoire. Et ensuite, ils visionnaient des écrans qui contenaient des points qui représentaient une foule avec des points orange ou vert. Et ils devaient se positionner dans cet espace. Et ce qu'on mesurait, c'était est-ce que l'appartenance groupale des participants, donc s'ils sont orange ou vert, déterminait comment ils se positionnaient dans l'espace en relation aux autres. Et est-ce que l'identité de groupe partagée, à quel point donc, ils ressentent un sentiment d'identité sociale partagée avec les autres, impactait leur positionnement dans l'espace. Et ce qu'on trouve dans cette étude, c'est qu'il n'y a pas d'effet de la simple appartenance groupale sur les préférences proxémiques. Donc, si je suis orange ou vert, simplement ne va pas déterminer comment je me positionne dans l'espace. Par contre, plus je m'identifie avec mon endogroupe, et plus j'ai envie de me placer proche de mon endogroupe en comparaison avec mon exogroupe. Et donc, cet effet-là est conforme aux hypothèses qu'on avait. Donc, ce qu'on peut conclure de cette deuxième étude et de ce deuxième axe, c'est qu'on a des résultats mitigés concernant le rôle des attributs personnels construits par la socialisation. Donc, je n'ai pas présenté ça, mais on a trouvé ça dans nos études. Et que les processus situationnels de groupe semblent être un meilleur prédicteur des dispositions spatiales des individus. Mais on a une limite, à part la validité écologique du paradigme, qui est que ce paradigme expérimental pourrait peut-être permettre plus d'étudier les normes liées au contexte que les normes liées à la socialisation, parce qu'il accentue davantage les normes situationnelles que les normes de socialisation. Donc, en conclusion, ce qu'on a pu voir, c'est que l'espace physique
peut prédire l'expérience de la foule des individus et aussi révélateur de dynamiques sociales et sociétales. Et donc de tout ça, ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que les considérations spatiales et proxémiques dans les contextes de foule ne sont pas anodines et que reconnaître la nature incarnée de l'expérience dans la foule est essentiel pour une compréhension plus approfondie et plus précise du comportement des foules. Et dans la suite, ce qu'on aimerait plus étudier, c'est ce type de questions-là. Comment est-ce que le corps d'une personne se déploie dans l'espace physique et qu'est-ce que ça peut révéler sur les structures sociales et sociétales sous-jacentes par ce qu'on peut incarner en fait, à travers notre socialisation au fil d'expériences sociales répétées. Voilà, je voulais remercier donc toutes les personnes avec qui j'ai collaboré sur ces études, Jean-Claude, Guillaume, Tiffany, Lucas, Victor, et vous pour votre écoute. Merci. Salut, merci beaucoup pour ta présentation, c'était super. Du coup, toi qui as fait plusieurs expérimentations avec des groupes, j'ai une question assez large. Est-ce que, avec ton expérience, tu pourrais rapporter un peu quelles sont les difficultés et certains peut-être points positifs aussi que tu as vécu pour ces expériences, parce que c'est quand même assez conséquent. Maintenant, en cognition sociale, on fait beaucoup de trucs très individuels, et du coup, faire des études de groupe, ça peut être très lourd. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton ressenti là-dessus. Avec plaisir. Déjà, en termes de très pratique et quelque chose de très positif, c'est qu'en 3 semaines, la manip était faite, alors que c'était une manip de laboratoire. Vu qu'ils arrivaient en groupe énorme, ça allait très vite. Donc en termes de temps, ça va plus vite. Après, il y a quand même des limites. Le nombre à la base, on voulait faire des groupes de 4 versus 8. Et le nombre d'absences qu'il y a au niveau des participants, ça, c'était très compliqué à gérer. Parce qu'ils ne préviennent pas, en fait. Juste, ils n'arrivent pas et il faut réorganiser. L'organisation aussi, mettre en place tout ce qu'il faut pour l'expérience, c'était assez compliqué dans des locaux, comme tu dis, où on a l'habitude plutôt de faire des manipulations expérimentales avec une personne. Il fallait réimaginer le contexte du labo pour que ça se fasse. Puis des choses auxquelles on ne penserait pas, mais un participant qui arrive, qui est malade, il faut qu'il aille dans un box de 9 mètres carrés avec 7 autres personnes. Il faut prendre des décisions sur le moment, lui dire désolé, mais tu ne pourras pas faire la manip. Aussi, le fait qu'ils se connaissent ou pas. Comme on sait tous, on fait nos manips surtout sur des étudiants et étudiantes, notamment quand c'est des manips de laboratoire. Et là, ça c'était une des plus grosses limites, obstacles, c'est que j'ai mis des questions pour voir à quel point ils étaient familiers les uns avec les autres, mais c'est quand même dur de quantifier ça pour de vrai et de savoir si, sur le moment, qui était là avec son pote et qui est qui. Donc c'est des choses de ce genre. Si je pense à d'autres choses, je pourrais te dire plus tard, mais ça c'est les plus marquants. Voilà. Mais après, c'était vraiment très 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 chouette pour plein de raisons aussi. Notamment avec la caméra, je voyais l'expérience se dérouler devant mes yeux et c'est parce qu'ils n'étaient pas tout le temps isolés sur l'ordinateur, je voyais les choses et ils ont été débriefés, je ne l'ai pas noté, mais évidemment qu'ils ont été débriefés de tout ce qu'on a fait. Mais ça, c'est vraiment chouette de voir les interactions pour de vrai, de manière très comportementale et pas juste qu'ils le rapportent eux-mêmes. Voilà. Salut, merci pour ta présentation, c'était vraiment très intéressant. J'ai plus une question de compréhension par rapport à l'étude 1. Pour la mesure de coopération, on proposait à combien de personnes d'aider, combien de personnes pour réaliser la tâche, et si tu pouvais réexpliquer à quoi elle servait cette mesure-là. Oui. Alors en gros, on avait fait exprès de mettre les participants dans 2 salles distinctes. Et je passais dans chacune en disant quelqu'un de l'autre salle pour un stage ou une expérience. J'essaie de faire comme si c'était ambigu.
pour un stage, fait passer un questionnaire et aurait besoin de participants. Est-ce que vous serez d'accord de lui laisser votre mail pour qu'il puisse recruter plus de participants? Donc je faisais ça dans les 2 salles, en mode quelqu'un d'autre de l'autre salle. Je sais parce que j'ai fait passer un questionnaire après coup aux participants en ligne pour leur dire si vous avez des retours, je voudrais savoir à quel moment vous avez cru à mes mensonges ou pas. Et globalement, j'ai l'impression que c'était moitié-moitié. Il y en a qui ont vraiment cru que je leur demandais de l'aide pour d'autres. Il y en a qui ont dit on avait capté que c'était faux. Et le but de cette mesure, c'était de se dire, on avait beaucoup réfléchi. On voulait une mesure comportementale de coopération, mais on ne pouvait pas non plus les garder plus longtemps pour les faire travailler entre eux pour des raisons vraiment très pratiques d'heures expérimentales qui n'étaient pas suffisantes. Et qu'ils s'étaient engagés pour une certaine durée. Voilà. Donc on s'était dit, une façon, c'est de se dire à quel point ils ont envie encore par la suite de coopérer avec ces gens avec qui ils ont passé un bout de temps dans un espace serré et très malaisant parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas le droit de parler entre eux sous la caméra. Donc c'était vraiment un moment très malaisant et c'était un peu... voilà. Pour ça, on voulait voir si ce malaise qui a été créé parce qu'ils étaient beaucoup dans une petite salle les empêchait de vouloir revoir ces gens pour coopérer avec eux. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Avec plaisir. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question pareil sur la première étude, sur la mesure de la densité et donc de faire varier le nombre de personnes dans une même salle. Est-ce qu'il a aussi été fait de garder un nombre de personnes constant dans une salle plus grande en se disant que peut-être le comportement de coopération pouvait varier en fonction de si on est face à 7 personnes ou face à 3 autres personnes sur le lien qu'on peut créer avec... C'est une très bonne question. Donc, on ne l'a pas fait. On a vraiment gardé la même petite salle et on a fait varier le nombre de personnes. Après, ça se fait dans d'autres études, notamment dans le champ de ce que j'ai dit, espace personnel, crowding, pas en psychologie des foules, de faire varier la taille de la salle et de garder le nombre de personnes le même. Et ils font la distinction dans la littérature entre social density et non-social density, notamment parce qu'il y a des choses qui se créent indépendamment de la taille ou de la densité, mais plutôt par plus il y a de monde, plus il y a des interactions sociales possibles. On n'a pas évalué ça, nous, de notre côté, on n'a pas manipulé ça, mais ce serait intéressant carrément de voir si on manipulait plutôt la taille de la salle, qu'est-ce qui ressortirait, qu'est-ce qui serait comparable ou pas à ce qu'on a obtenu. Ouais, merci, c'était trop cool. Déjà, je pensais à l'aspect où tu disais que c'était un gros problème, le fait que les étudiants se connaissaient entre eux et pouvaient échanger, etc. Je ne sais pas si vous auriez eu, ou peut-être vous auriez la possibilité pour une éventuelle réplication, mais de faire ça dans un lieu, alors toujours en laboratoire, mais peut-être de faire venir des gens extérieurs aux étudiants de psycho. Enfin, je sais que j'avais fait ça ici, dans ces locaux même, pour une manip, et du coup, c'était un peu plus tout venant, et du coup, les gens se connaissaient moins, quoi. Ce serait vraiment, vraiment chouette. Ouais. Mais ce serait plus compliqué, j'imagine que c'était peut-être plus compliqué d'amener des gens de l'extérieur, mais surtout qu'on veut qu'ils viennent en groupe. Donc pour avoir plusieurs personnes externes qui viennent en groupe, je pense que c'est plus compliqué, mais j'aimerais bien faire ça, parce que le fait qu'ils soient étudiants en psycho, que la majorité étaient des femmes, c'est les mêmes problèmes, c'est tout le temps les mêmes problèmes. Mais ce que tu dis, c'est totalement vrai et ce serait une grosse amélioration quand même à ce qu'on a là. J'espère qu'on le fera dans le futur. Ouais. Et après, j'avais une autre question qui était plus par rapport du coup à cet aspect corrélation un peu entre ce que du coup moi je l'analyse de ce que tu as fait très en termes de distance sociale, est-ce qu'on est plus ou moins proche, enfin distance sociale et distance spatiale pour le coup. Et du coup, je me demandais à quel moment, enfin, est-ce que tu aurais une idée de du coup, ce qui joue justement sur à quel point est-ce que c'est soit une corrélation positive entre plus je suis proche des gens physiquement
et plus je vais me sentir proche de ces gens-là parce qu'on est contraint dans cet espace réduit, ou alors est-ce que c'est la relation inverse qui s'opère, c'est-à-dire au plus je suis proche avec des gens physiquement avec des gens qui à la base que je ne connais pas de base, et moins j'ai envie d'avoir de nouveaux contacts avec ces personnes. C'était une des premières choses à laquelle je commençais à penser. Et donc, dans une autre étude, c'était une étude en questionnaire corrélationnel, dans laquelle on avait fait une hypothèse de médiation, mais très exploratoire, de plus les gens sont proches physiquement, plus ils sentent un lien les uns avec les autres parce qu'ils sont proches et qu'ils sont tous dans cette même situation désagréable ensemble, et plus moins l'expérience sera négative. Après, il y a plein de problème avec ce qu'on a voulu tester, parce que déjà c'était très exploratoire comme hypothèse. On sait que les analyses de médiation c'est pas toujours parfait, mais on l'a quand même testé et il n'y avait rien qui ressortait. Mais moi j'y crois encore un peu à ce truc de quand on est dans le métro, le fait d'être collé, serré, si on peut des fois être amené à se dire moi et les autres femmes ici, on se sent toutes peut-être moins en sécurité que les hommes, et peut-être qu'il faut aller plus dans les précisions de quels groupes sociaux. Ouais. Mais j'aimerais plus explorer ça aussi, par la suite. Merci. Question complexe. Merci Réa, c'était super.